bienvenue dans cette grande salle de la préfecture. Je m'appelle Déborah Caplet, je suis membre du conseil scientifique des rendez-vous d'histoire du Loir. Et comme vous savez peut-être, chaque année, nous aimons chouchouter quelques conférences, quelques tables rondes qui nous ont tapé dans l'œil. Et il se trouve que cette année, comme la France fête le Portugal, c'est la saison du Portugal en France, tous nos grands festivals honorent particulièrement ceux qui est membre de l'Union européenne et un grand ami. J'étais moi-même il y a une semaine à Saint-Dié au Festival international de géographie et le Portugal était déjà à l'honneur. Donc évidemment, Bois ne pouvait pas rester de côté et a également fait de son mieux pour célébrer le Portugal. Nous accueillons Carmen Soares, qui est professeure à l'université de Coimbra. Pardonnez-moi si j'écorche le nom, j'avoue que je connais mal votre langue, qui va nous parler de la gastronomie de son pays, de la gastronomie célébrée aussi dans les textes, il y a une dimension littéraire que vous allez bien mettre en avant. Et puis, pour poursuivre le tout, quoi de mieux que de goûter oui, je savais que vous seriez contents. Et donc c'est prévu juste après, donc surtout ne partez pas, ce serait dommage. Je vous souhaite à tous une bonne conférence et place à Madame Soares. Bonjour à tous, c'est un énorme plaisir d'être ici, à la belle ville de Blois. C'est la première fois que j'ai visité et je suis complètement enchantée. Je commence pour m'excuser. Le français, c'est pas ma langue, ni la seconde langue, mais quand même, je fais mes efforts pour parler votre belle langue, le français. Avant de commencer, il faut dire quelques paroles de remerciement, en particulier à l'organisation, à Francis Chevrier qui m'a invité, aussi à la saison Portugal-France, de la personne de Pierre qui est ici avec nous. Et aussi, je suis encore plus heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai la présence du représentant de mon pays, de monsieur l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira. Je le dis à la portugaise. Et en avançant tout vite parce que la première partie de cette intervention, c'est la plus fatigante. Vous savez, la deuxième, alors être courageux et on arrivera à la table. Bon. Maintenant, le titre de cette intervention, c'est la gastronomie portugaise. Quelle histoire nous raconte la littérature culinaire? J'ai besoin de la technologie. Ok. Eh bien, je vais lire, excusez-moi, c'est pour ne faire pas trop de fautes. Ok, je vais lire. C'est pas facile de lire et avoir les tablettes à la main. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, mais j'arriverai là, sans problème. Bon, la gastronomie portugaise jouit actuellement d'une reconnaissance politique considérable. En grande partie grâce à l'institution en 2015 par l'Assemblée de la République portugaise. Eh bien, on continue. Ah, il est là, cette information, je ne sais, qui est ici. Ah, ok. Bon. Et je disais, par l'Assemblée portugaise, de la Journée nationale de la gastronomie portugaise. Cette journée se déroule le dernier dimanche du mois de mai de chaque année. Merci Pierre pour m'appuyer. Bon.
outre cette initiative et d'autres initiatives sociopolitiques dont je parlerai à la fin de cette présentation, il est important de connaître, bon, ça va être un peu difficile, bon, de connaître, je vais faire une chose, si vous me permettez, peut-être je vais m'asseoir, à voir si ça arrive mieux. Je ne sais pas s'il va arriver mieux, parce que aussi j'ai une aide. Pierre, tu peux... Pierre Saler, après je n'ai pas dit son nom, mais maintenant... Non, non, non. Tu peux m'aider ici à faire ça quand je dis fais comme ça. C'est pas bon, j'ai pris des papiers pour être plus facile et à la fin c'est plus compliqué. Bon, eh bien, c'est outre cette initiative et d'autres initiatives sociopolitiques dont je parlerai à la fin de cette présentation, il est important de connaître quelle a été la contribution des livres de cuisine nationaux pour l'affirmation de l'identité culinaire portugaise. Dans cette réflexion, nous découvrons les œuvres fondatrices de la gastronomie portugaise du 19e et 20e siècle et la place de la faune marine dans la construction de ce paysage culinaire. Les livres de cuisine sont des documents historiques à part entière. Il suffit de savoir leur poser les bonnes questions. En réalité, l'historien lit et interprète ses ouvrages principalement à travers les réponses qu'il trouve aux 4 questions suivantes. Et elles sont là. Qui a écrit les livres? Où et quand ont-ils été publiés? Quel est leur public cible? Pour quelles raisons ont-ils été écrits? Ce questionnaire était la recherche que je mène depuis quelques années sur la manière dont se construit la représentation d'une identité nationale dans les livres de cuisine qui s'intitulent « Cuisine » ou « Art culinaire portugaise ». Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les principales conclusions auxquelles m'a conduit ma recherche. Et parce que le thème de ce 25e rendez-vous de l'histoire est la mer, j'ai relevé la présence des denrées marines dans les 3 ouvrages qui composent mon étude de cas. Que nous faisons de la science, qu'elle soit médicale, physique, mathématique ou sociale et humaine, l'établissement d'un échantillon au corpus d'analyse obéit toujours à des critères préalablement établis. Elle ne peut jamais résulter des décisions aléatoires et des caprices personnels du chercheur. Je commence donc pour vous rendre compte des critères qui ont déterminé ma sélection. Et ils sont là, ce sont 3 critères. Les titres, où on peut trouver les appellations cuisine, art culinaire portugaise, les œuvres jalons, et le 3e, contexte politique de la publication. Commençons par le titre. Le titre d'un livre est comme le nom complet, un petit peu, attends, il est, il faut avancer, non, il faut attendre un peu. Le titre, Dieu est bon, bon, mais c'est moi qui fais la conférence. Bon, le titre d'un livre est comme le nom complet d'une personne. Il fonctionne comme un premier niveau d'identité. Comme l'a souligné Anne Bauer, les titres sont les formes d'auto-représentation. Par conséquent, ils doivent toujours être interprétés en tenant compte du fait qu'ils constituent une orientation directe de l'auteur sur la manière dont le public doit lire son œuvre. Ouvrage, et bien, on passe au critère 2. Non, on s'arrête. Bon. Ouvrage qui constitue des jalons dans l'histoire du livre dans la catégorie analysée. C'est pourquoi j'ai inclus dans mon échantillon le livre, et
maintenant oui, on peut passer, le livre qui inaugure la typologie des livres de cuisine nationale au Portugal. En traduction, vous avez là le nom en portugais pour qui le comprend, pour les autres. Cuisine portugaise ou l'art culinaire national, collaboration de dames, avec un appendice, plusieurs précédents utiles à la vie domestique. Le deuxième livre, c'est le livre qui marque l'engagement politique de l'État portugais dans la promotion de la gastronomie portugaise. L'auteur c'est Bello et le livre s'appelle Culinaire portugaise, publication de l'année 36. Oui, okay. Le best-seller du XXe siècle, des livres de cuisine nationale portugaise axés sur la cuisine dite traditionnelle, et on peut changer. C'est de Modesto, Maria de Lourdes, et s'appelle Cuisine traditionnelle portugaise. Et la première publication de 82. Finalement, on considère le troisième critère. Œuvre écrite dans le cadre des régimes politiques qui existaient au Portugal au XXe siècle. Bien que très différents dans leurs idéologies politiques, tous ces régimes étaient fondés sur des idéaux nationalistes. Le livre le plus ancien a été publié sous le règne de la monarchie, qui a été terminé au Portugal en 1910 avec l'établissement de la République. Le second sous la dictature appelée Estado Novo, de 1933 à 1974, et le premier et le dernier sous la démocratie. Un plus des informations que je viens de vous donner et qui vous permet de répondre à la question posée ci-dessus, on va suivre les questions, où et quand ont été publiés les ouvrages choisis. Je propose que nous répondions immédiatement aux trois autres questions. Je reprends la question numéro 1. Qui les a écrits? En ce qui concerne la paternité, les premiers et deuxièmes livres ont en commun la circonstance éditoriale d'être tous deux édités par des hommes qui avouent un certain degré d'intervention personnelle dans la présentation formelle des recettes, mais ne révèlent aucune implication affective avec les recettes qu'ils publient. En revanche, le livre publié sous le régime démocratique a une hauteur, ce qui reflète d'abord l'ouverture croissante de l'espace public aux femmes. En comparant avec les recueils de recettes publiés dans les deux livres précédents, nous remarquons que, bien qu'il présente à son public des recettes d'origine externe, fournies par des informateurs occasionnels, comme c'était le cas chez ses prédécesseurs, Modesto met l'accent sur le caractère personnel qu'il leur donne, ainsi que sur leur origine familiale. Autrement dit, la dimension affective sous-jacente aux recettes qui se configure par transmission intergénérationnelle dans le patrimoine alimentaire, qu'il soit strictement familial ou plus large, régional ou national, se démarque de la paternité féminine. Comme l'a souligné une autre fois Anne Bauer, les livres de cuisine écrits par des femmes doivent être lus comme une expression de l'autobiographie féminine, un genre où les relations humaines jouent un rôle important. Modesto précise dans la préface que les 800 recettes qu'elle publie ont fait l'objet d'un travail personnel de fixation et ajustement des mesures et des temps de cuisson adéquats. Elle vante, et je cite, l'authenticité de cet itinéraire gastronomique
en faisant remonter ses origines à la cuisine familiale, en l'appelant le livre de recettes de nos grands-mères. Et je vais boire un peu d'eau. Tu vas avancer, mais je pense. Tu n'as pas bougé? Je ne suis pas sûre. Mon assistant, il improvise. Eh bien, connaître le contexte de production de ces trois œuvres nous permet de répondre à une autre de nos questions qui est, et je crois que tu es dans le slide qui n'est pas correct, on va arrêter d'un peu, remonter, comment ça fait? Non, ça ne marche pas. Et bon, et maintenant, la technologie qui joue avec nous. Non? Ah ouais? Non. Bon. C'est le numéro, je n'ai pas le numéro quoi? Quel? 100. Je veux le numéro 9. Le slide numéro 9. Alors, 6, 7, 8, 9. Ah, nous sommes là. Eh, parfait. Tu étais bien, mais moi. Bon. La question, pourquoi ont-elles, les œuvres, été écrites? Le premier livre portugais sur la cuisine nationale, cuisine portugaise, est l'un des très rares exemples de livres de cuisine collectif à but caritatif publié au Portugal et destiné exclusivement à la collecte de fonds. Les recettes de la vente de ce livre étaient destinées à des fins religieuses, je cite, pour la reconstruction d'une chapelle à Saint-Antoine. Les premiers mots de l'ouvrage nous informent que la publication a été promue et appartient à l'Institut Pain de Saint-Antoine, situé aux Olivais, une paroisse des alentours de la ville de Coimbra. Ok. Cet institut était l'un des nombreux centres existants au Portugal du pain des pauvres de Saint-Antoine, qui florissait au XIXe siècle dans toute l'Europe, France, Belgique, Italie et Allemagne. C'est ce contexte religieux qui a permis à des dames anonymes de donner leurs recettes pour publication, sans entrer en conflit avec un code social qui leur imposait retenue et discrétion dans la vie publique. Le même contexte religieux de la publication ressort du ton catéchétique qui imprègne la préface et l'appendice de l'ouvrage, aspect qu'indique le lien très probable de l'éditeur anonyme de l'ouvrage à la classe ecclésiastique ou au moins aux œuvres de l'Église, à savoir l'Institut Pain de Saint-Antoine. Le deuxième livre analysé a en revanche un contexte politique très clair. Écrit par Maria Antónia de Oliveira Belo, députée du parti régénérateur, ce projet éditorial met en évidence l'engagement de l'auteur à promouvoir le tourisme au Portugal, un secteur économique dont le succès, selon Belo, dépendait d'une cuisine nationale et régionale de haute qualité. En fait, la biographie de l'auteur permet de mieux contextualiser son intérêt pour le thème de la gastronomie nationale. Dans la biographie de cet auteur, il est important de mentionner sa liaison avec un organe gouvernemental chargé de promouvoir le tourisme, la Commission de propagande du tourisme à l'étranger, créée en 1930, et son travail en faveur de la gastronomie nationale. Il a été membre fondateur et le premier président de la Société portugaise de gastronomie, fondée en 1933. Et je m'excuse parce que comme il fait de la chaleur.
vous avez besoin quelque part. C'est ça. C'est le protocole. Je fais comme ça. Rapide. Eh bien, on fait la pause et on continue. Livre publié par Maria de Lourdes Modesto, qui est récemment déçue, elle est morte très récemment. Bien que publié sous le régime démocratique, est le résultat d'un travail intérieur de l'auteur, qui a eu lieu pendant la dictature. Pivot de la première émission hebdomadaire de cuisine en direct de la télévision portugaise. Le programme s'appelait l'émission Art culinaire, ou en portugais Culinaria. Il était dans la télé pendant les années de 58 à 70. Modesto a véhiculé l'idéologie de l'État, de construction de l'identité gastronomique nationale à travers la promotion des produits traditionnels des différentes régions du Portugal. Le phénomène de télévision qu'était l'émission Culinaria Art culinaire est important pour la contextualisation du livre analysé, car c'est dans cette émission qui fut lancée en 1961 le concours de cuisine et de pâtisserie régionale portugaise. Concours qui a permis aux téléspectateurs d'envoyer à l'auteur 3180 recettes. Dans le cadre de ma présente enquête, il est intéressant d'ajouter que la recette gagnante n'était pas un plat de poisson, mais un plat de viande. Ragoût de chevreau à la mode de Oleiros. Oleiros, une ville au centre du Portugal, enfin. Comme Modesto l'explique dans la préface de son livre, c'est de cet immense univers qu'elle a extrait les recettes de son livre, publié 2 décennies plus tard. Il faut aussi savoir que l'intérêt de l'auteur pour la cuisine traditionnelle portugaise lui a été suggéré, voire imposé, par le public et l'État. En fait, le public lui a rapidement fait parvenir des messages écrits où il faisait savoir qu'au lieu d'une cuisine d'inspiration étrangère, essentiellement française, elle devait présenter des plats portugais. Un membre du service national d'information l'a qualifié, à Modesto, d'une ennemie numéro 1 de la cuisine portugaise, uniquement parce qu'elle présentait de nombreuses recettes étrangères. On peut avancer. Merci. En réalité, les 3 ouvrages ont en commun, c'est ça, le slide numéro 10. Ok. Les 3 ouvrages ont en commun ce que nous pouvons appeler une agenda pour promouvoir la gastronomie portugaise par la résistance à la cuisine étrangère. Les nationalismes sont des processus de configuration identitaire et les identités, qu'elles soient individuelles ou collectives, se constituent toujours à partir de la confrontation, du dialogue, d'un jeu avec un autre. C'est-à-dire que l'identité, connaissance de soi-même, est un processus comitant avec l'altérité, connaissance de l'autre. Quant à l'identité culinaire d'une certaine nation, elle s'affirme par un processus de démarcation
I, ou et ou de référencement par rapport à la ou aux identités culinaires d'une ou d'autre nation. Dans le livre plus ancien, et on peut avancer, l'auteur accuse la cuisine française, qu'il appelle plat fleuri à la maître d'hôtel et à la Pompadour, il accuse des maux d'estomac de nombre de ses compatriotes et oppose les avantages économiques et techniques des plats portugais, moins chers et plus faciles à préparer, à la cuisine étrangère, plus chère et raffinée. En fait, l'éditeur anonyme indique très clairement dans la préface que sa motivation derrière le but pédagogique d'enseigner, et je cite, d'enseigner à la famille l'art rentable de la cuisine portugaise est de défendre, diffuser, promouvoir et faire l'éloge de la cuisine nationale. Bello, probablement en raison de ses responsabilités politiques dans le secteur du tourisme, traite le prestige et la mode des cuisines étrangères et de leur spécialité alimentaire d'une manière très différente. Pour lui, la cuisine nationale portugaise, malgré ses singularités et sa typicité, mérite également d'être promue car elle imite parfaitement certains des très fameux produits des pays étrangers. L'accent mis sur les imitations de fromage et de vin, en particulier les vins mousseux, confirme que la cuisine française était au premier rang du classement gastronomique européen et portugais, naturellement. On avance. Modesto est des trois auteurs celle qui utilise le discours le plus pointu à ce sujet. Je transcris donc en traduction ces propos ci-dessus. En ce sens, j'entends aussi ce livre comme un moyen de lutter en faveur de la revitalisation de notre patrimoine culinaire et contre l'invasion insidieuse d'une certaine cuisine internationale, impersonnelle, moreuse et monotone, qui s'est déjà propagée dans de nombreux restaurants et menace également nous envahir. Eh bien, la meilleure barrière contre ce fleuve est sans aucun doute la cuisine familiale, qui préserve et renouvelle les précieuses recettes ancestrales. Il y a de la poésie ici. Quant à la question, quel est le public cible? Nous devons rechercher la réponse soit dans les références exprimées dans les propos des auteurs, soit dans les inférences que nous tirons des contextes historiques dans lesquels ils ont été publiés. Le livre de la fin du XIXe siècle est celui qui se révèle le plus directement destiné aux femmes de famille, gérantes du foyer, comme en témoigne l'expression gravée en note de la page de titre « Aux bonnes ménagères ». Les autres ouvrages... Non, ne t'inquiète pas, laisse pas... Il faut obéir à mes ordres. Les femmes, c'est à elles de pouvoir, mais enfin... Bon. Les deux autres ouvrages réalisés à des époques où la fonction de préparation des repas continue d'être essentiellement attribuée aux femmes, n'ont pas besoin d'y faire explicitement référence, de sorte que nous pouvons comprendre que c'est principalement à ce secteur de la société qu'il s'adresse. Cependant, dans le cas du livre de Bello, et maintenant on avance, et voilà, c'est le 14, parfait,
Les destinataires mis en évidence dans la préface sont tout autres. En réalité, le livre avait pour but exprès de donner de la crédibilité à la gastronomie des restaurants et des hôtels du circuit touristique national. Nous remarquons donc dans cette préface l'insistance avec laquelle l'auteur attire l'attention, et je cite, des hôteliers et des restaurateurs, surtout sur les recettes de cuisine nationale des régions touristiques et de celles où le passage automobile est plus ou moins forcé. Rappelant qu'elles doivent être cuisinées avec soin, hygiène et propreté, utilisant seulement des produits de la plus haute qualité, choisis parmi les produits confectionnés ou transformés dans leur aire géographique et que soient parfaits et faciles à trouver. Gardons pour la fin le portrait que ces œuvres nous présentent en termes de géographie et de plats identitaires de la gastronomie portugaise. Et on avance. Nous avons constaté que dans l'ouvrage qui a inauguré le discours nationaliste portugais, les recettes sont regroupées en 13 catégories culinaires. Je vais seulement dire les noms de quelques-unes. Soupe ébourée, des viandes diverses, poissons divers, sauces diverses, pâtes et plats principaux, salades diverses, desserts, etc. De cette approche technique, parce que c'est ça qui est, une approche technique, les deux autres livres évoluent vers une perspective géopolitique, avec une organisation des recettes obéissant à un regroupement par région, dont le résultat final forme une identité nationale. Cette vision est la plus concordante avec le statut de la gastronomie et que la gastronomie a acquis et que les États utilisent encore aujourd'hui pour promouvoir une identité gastronomique liée et dépendante des territoires et des gens qui les habitent, entendus comme des entités étanches et parfaitement distinctes les unes des autres. Dans le livre Culinaire portugaise, la compréhension de l'identité culinaire directement assignée dans la mère patrie servait alors les objectifs idéologiques d'une puissance colonialiste d'outre-mer. Et on avance. Ainsi, Bello présente une identité construite à partir de la réunion de plats provenant du continent, des îles de l'Atlantique, Madère et Açores, de l'Afrique, Angola, Mozambique, São Tomé, Cap-Vert, et de l'Orient, Macao et l'Inde. Modesto, par contre, écrit pour un Portugal post-colonial. Elle restreint donc la gastronomie portugaise à 11 régions situées sur le continent et les îles de l'Atlantique. L'univers des plats appelés à la portugaise dans le livre de Bello comprend la grande majorité des soupes publiées, 32 sur un total de 45. Cette élévation d'un type de préparation culinaire au rang des mets identitaires portugais coïncide avec la déclaration de l'auteur dans la préface selon laquelle la soupe est si caractéristique de l'identité alimentaire portugaise que, et je cite, nous sommes en avance, ok? Pour les Portugais, un repas sans bouillon ou soupe pour commencer n'est pas un repas complet. Il manquerait quelque chose d'indispensable. Les soupes portugaises sont nombreuses, mais il y en a 4 qui sont fondamentales et qui sont aussi les plus caractéristiques. Nous, les Portugais, nous reconnaissons très bien ces soupes-là.
La première, la canjade, bouillon de poule, le caldo verde, soupe chou, vert émincé, etc. La soupe de cozido national, de porc au feu, et les soupes de poisson des ports portugais. Cette liste de soupes entre les saints, les spécialités liées à la mer pour la faim est une indication de ce que nous avons vu et décrit dans des trois ouvrages analysés. Bien que le Portugal soit un pays avec une côte atlantique importante, les plats de viande sont numériquement plus représentatifs et on avance. En fait, dans la cuisine portugaise, à la fin du 19e, il existe 108 recettes de viande contre 83 de faune marine. Et attention, 32 sont de morue. La différence est considérablement située dans la cuisine traditionnelle portugaise de Modesto, qui propose 207 recettes de viande contre 55 recettes d'aliments marins, dont 45 faites avec la morue. Cette supériorité s'explique par des facteurs naturels et culturels qui conditionnent son utilisation par l'homme comme aliment. L'accès aux plats de poisson, à une époque où la pisciculture n'était pas pratiquée, dépendait à la fois de la disponibilité annuelle variable des espèces sauvages et de la capacité économique des consommateurs à les consommer frais ou en conserve. Contrairement aux espèces animales domestiques qui peuvent être élevées sur tout le territoire, le poisson frais a des territoires de production limités au littoral. Il existe cependant une espèce qui occupe une place prépondérante parmi les plats à base de faune marine, bien qu'elle, cette espèce, ne soit pas disponible sur la côte portugaise. La morue qu'on sale et on sèche. C'est l'exemple le plus complet de la façon dont la nourriture est avant tout culture. La présence régulière de cet ingrédient dans l'alimentation portugaise depuis le XVIe siècle, avec les campagnes de pêche à Terre-Neuve, et la forte impulsion donnée déjà au XXe siècle par la dictature au secteur, aide à comprendre que, malgré le coût croissant de ce poisson aujourd'hui, il continue d'être, peut-être, l'ingrédient le plus emblématique du discours nationaliste de la gastronomie portugaise. La preuve en est le fait que la morue portugaise, traditionnellement séchée, est l'unique produit à avoir la certification de spécialité traditionnelle garantie. Il nous reste à mentionner la représentation qu'ont les ingrédients pêchés en mer dans l'ouvrage publié dans les années 30 de la dictature portugaise. Dans ce cas, nous assistons à un renversement des positions. Les produits de la mer passent devant ceux de la viande et apparaissent dans 151 recettes, dont un tiers de morue, contre 131 plats avec de la viande. Cette prédominance de la faune marine avec une présence remarquable d'espèces chères indique clairement la haute origine sociale des dames qui ont offert à l'auteur, membre d'une élite dirigeante, des recettes qui reflètent le meilleur qui était servi chez elles à table. Les 36 recettes avec des fruits de mer, où se distinguent 3 recettes de homard et une d'huître. Attention, cette dernière, absente du livre, qui met l'accent sur la cuisine portugaise traditionnelle, Modesto, sont le miroir de ce soulagement économique.
Nous terminerons cette présentation en tournant notre regard, comme au début, vers les initiatives gouvernementales. Les aliments et les plats font également l'objet de certification et de valorisation. Ce processus contribue à ce même dessein de protection, promotion, valorisation de l'identité de la cuisine portugaise. Dans ce cas, l'entité gouvernementale tutélaire est la Direction générale de l'agriculture et du développement rural. Entités partenaires, comme le sont aussi la Fédération portugaise des confréries gastronomiques et la Fédération portugaise des associations de développement local, sont, comme je disais, responsables tutélaires de l'initiative qui en avance. Produits traditionnels portugais, produits agricoles, denrées alimentaires et plats préparés. Cette initiative possède une page web abritant des informations sur les produits bénéficiant de diverses certifications et un répertoire de recettes traditionnelles portugaises et de produits agricoles et alimentaires traditionnels portugais. En ce qui concerne l'ontologie des produits identifiés, elle s'articule autour de 19 catégories, parmi lesquelles je soulignerai aujourd'hui celles qui présentent des recettes qui constituent en ce sens un référentiel de recettes considérées par les promoteurs comme des recettes traditionnelles portugaises. Et on avance. Plat à base de viande, 35, plat à base de poisson, 23, autres plats traditionnels, 2 avec viande, soupe, 11, parmi lesquels 3 de viande et 2 de poisson, sucreries et pâtisseries, pain et produits de boulangerie. En ce qui concerne les certifications attribuées au Portugal et conformément à la réglementation générale de l'Union européenne, les produits sont répartis en 3 catégories de certification. Pour chacune d'entre elles, je voudrais mettre en évidence le nombre total de produits certifiés et surtout les catégories ayant le plus de certifications, car elles reflètent l'expansion sur le territoire national et révèlent des produits jugés comme emblématiques de l'alimentation traditionnelle portugaise. Indication géographique protégée. Sur un total de 85 produits, le produit le plus représenté avec 11 certifications est le chorizo, ou choriça, saucisson, suivi du chevreau avec 5 certifications, de l'agneau, du jambon fumé et de la pomme, ce 3 avec 4 chacun. Certification. Appellation d'origine protégée. Sur un total de 71 produits, la catégorie viande arrive une fois de plus en tête de la liste, avec 13 certifications couvrant principalement la viande de bœuf et du porc, suivi d'un produit laitier, de fromage. C'est vrai, on a des bons fromages. Vous irez découvrir les machines. Viennent ensuite 3 produits d'origine méditerranée incontestables. Le miel, 9 certifications, l'huile d'olive, 6 certifications, et les châtaignes, 4 certifications. Dans cet univers, on trouve également un bien alimentaire qui a une longue histoire sur le territoire portugais et lié à la mer. Le sel, 3 certifications. La spécialité traditionnelle garantie, dans cette dernière catégorie, comme je l'ai déjà dit avant, on ne trouve qu'un seul produit, la morue portugaise traditionnellement séchée. Nous avons vérifié une fois de plus que la présence de la faune marine
continue d'être inférieure à la terrestre, notamment en ce qui concerne les produits certifiés. En somme, malgré l'implantation atlantique du territoire portugais, fruit d'une tradition et d'habitudes alimentaires d'origine millénaire, la viande, notamment en raison de la supériorité qui lui a conféré la diététique depuis l'Antiquité gréco-romaine classique, l'emporte sur le poisson. En guise de conclusion, nous pouvons dire qu'il semble que nous ayons évolué de la sagesse médicale hippocratique qui établit que la viande est un aliment fort et le poisson un aliment faible, vers des connaissances populaires condensées dans des proverbes portugais. J'ai choisi 3 qui sont là, écrits en portugais. Je vais lire seulement la traduction. Mes compatriotes puissent lire portugais. Les poissons ne tirent pas la charrette. La viande crée de la viande et le poisson de l'eau froide. Et finalement, une bonne cuisine est celle où il y a de la viande. Et je termine en disant merci beaucoup, muito obrigada.